Ma belle-fille m'a insulté devant ma famille. Quand je l'ai confrontée, ma femme m'a lancé, ce n'est pas ta fille. Ne la corrige pas, j'ai souri. Le lendemain, j'ai annulé les paiements de son université, sa carte de crédit et son assurance auto. Ma belle-fille m'a manqué de respect devant toute la famille, et ma femme l'a défendue. Alors, je leur ai servi à toutes les deux une sévère leçon de réalité et je les ai regardées perdre la tête. Je m'appelle Antoine, 45 ans, un homme. Imaginez la scène. J'organise le dîner du dimanche chez moi pour ma famille. Ma mère, mes deux frères, leurs épouses, l'équipe habituelle. J'avais passé l'après-midi à cuisiner, m'assurant que tout soit parfait. Ma femme, Élodie, riait avec ma belle-sœur à propos d'une émission de télé-réalité. Sa fille Chloé, cette étudiante de 23 ans en dernière année que je finançais depuis 4 ans, était collée à son téléphone comme s'il y était greffé chirurgicalement. Un classique pour elle. Les yeux levés au ciel, les soupirs, l'attitude générale de quelqu'un qui pensait nous faire une faveur en existant dans la même pièce que nous. Ma mère, paix à son âme, a essayé d'engager la conversation, a demandé à Chloé comment se passaient ses cours, et a obtenu une réponse d'un seul mot sans aucun contact visuel. Chloé n'a même pas levé les yeux de ce qui était si important sur cet écran. Ma mère, étant la femme polie qui m'a élevé pour être meilleure que ça, a réessayé. « Qu'est-ce que tu étudies déjà, ma chérie ?» C'est là que j'ai pris la parole. Elle est en dernière année, avec une spécialisation en communication, elle réfléchit encore à ce qu'elle veut faire après son diplôme. Mais elle a des options. La température dans la pièce a chuté. La tête de Chloé s'est relevée d'un coup, ses yeux se sont verrouillés sur moi avec ce regard que j'avais probablement vu une centaine de fois, mais que j'avais toujours laissé passer parce que j'essayais de jouer sur le long terme. Construire quelque chose qui ressemblait à une famille fonctionnelle. Arrête d'agir comme si tu savais quoi que ce soit sur ma vie, a-t-elle dit. Sa voix était assez forte pour que toutes les fourchettes s'arrêtent en plein vol. Tu n'es pas mon père. Tu es juste un type que ma mère a épousé. Et voilà. 4 ans à ravaler mes paroles. 4 ans à jouer le gentil. 4 ans à signer des chèques, résumés en une seule phrase. Juste un type. Mes frères se sont figés. L'un d'eux s'est même étouffé avec son eau. Le visage de ma mère est passé de choqué à en colère en environ 2 secondes. Ma belle-sœur avait l'air de vouloir disparaître dans le mur. Mais ce qui m'a vraiment touché, c'est la réaction de ma femme. Ce n'était pas l'horreur que l'on attendrait d'un parent dont l'enfant vient de faire exploser un dîner de famille. C'était plutôt « Oh, super !» Pas devant les invités. Je suis resté assis, sans bouger, sans réagir, j'ai juste classé ce commentaire. Le reste du dîner a été aussi confortable qu'une coloscopie. Tout le monde a essayé de faire comme si une bombe n'avait pas explosé à table, mais on pouvait le sentir. La conversation forcée, les silences gênants, la façon dont les gens trouvaient soudain leur nourriture fascinante. Mon frère Julien m'a pris à part pendant que nous débarrassions. Il a chuchoté que Chloé avait dépassé les bornes et m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que j'allais bien. Il m'a jeté un regard qui disait qu'il savait que c'était faux, mais qu'il n'allait pas insister. Sa femme, Léa, a tenu à me serrer plus longtemps dans ses bras quand ils sont partis. Pas besoin de mots. Le message était clair. Il me soutenait. Après que tout le monde soit parti, après que nous ayons nettoyé dans ce genre de silence qui vous fait bourdonner les oreilles, j'ai décidé d'aborder le sujet. Pas en criant, juste avoir une conversation calme sur la décence humaine de base. J'ai trouvé Chloé dans sa chambre, porte ouverte, toujours sur son téléphone. Et, on peut parler de ce qui s'est passé au dîner. Elle n'a pas mis sa série en pause. À propos de quoi? Oh, on joue à l'amnésie maintenant. Cool. J'ai gardé ma voix égale. Ce que tu as dit était irrespectueux. Je ne te demande pas de m'aimer, mais quand ma famille est là, le respect de base n'est pas une option. Elle a carrément ri, puis s'est tournée pour me regarder avec ce sourire narquois. Je ne te dois rien. Tu n'es pas de la famille. Avant que je puisse expliquer que le respect n'est pas une question de biologie, Élodie est apparue dans l'encadrement de la porte. Et puis elle a prononcé les mots qui ont tout changé. Ce n'est pas ta fille. Arrête d'essayer de la discipliner. Je me suis tourné pour regarder ma femme, la femme que j'avais épousée il y a 4 ans, la femme qui m'avait dit en larmes à quel point elle était reconnaissante que sa fille ait enfin de la stabilité. La femme qui avait dit que j'étais la meilleure chose qui leur soit arrivée. Et là,
elle me disait de laisser tranquille la gamine dont je finançais entièrement le style de vie. J'ai souri. Le genre de sourire qui dit message reçu 5 sur 5. Le genre qui aurait dû les avertir toutes les deux que quelque chose venait de changer de façon permanente. Je suis allé à mon bureau, j'ai fermé la porte et je me suis assis. Elodie a essayé de me suivre, a essayé d'expliquer, mais je lui ai dit que j'avais besoin d'espace. Elle n'a pas insisté, pensant probablement que je me calmerais d'ici le matin et que tout reviendrait à la normale. Elle n'avait aucune idée que j'en avais fini de jouer. Laissez-moi revenir en arrière et expliquer comment je me suis retrouvé dans cette situation. Parce que je sais ce que vous pensez. Pourquoi se marier dans un tel pétrin? J'ai rencontré Elodie il y a 5 ans lors d'un gala de charité. J'avais 40 ans, divorcé depuis 3 ans, pas d'enfant. J'avais passé la vingtaine et la trentaine à créer un cabinet comptable à partir de rien, travaillant les week-ends, économisant chaque euro. Mon premier mariage a implosé parce que je n'étais jamais à la maison et qu'elle voulait une famille tout de suite. Nous nous sommes séparés sans trop de drame. Elle s'est remariée rapidement avec un type qui avait déjà des enfants. Moi, j'ai continué à trimer. À 38 ans, j'avais plus d'argent que je ne savais quoi en faire et personne avec qui le partager. Le gala était un de ces événements de réseautage auxquels on participe parce que c'est bon pour les affaires. Puis j'ai vu Elodie à l'accueil. Elle avait cette énergie, chaleureuse, authentique. Nous avons parlé. Elle m'a dit qu'elle était mère célibataire, travaillant comme secrétaire administrative dans une clinique médicale, faisant tout ce qu'elle pouvait pour donner une chance à sa fille après que son ex ait disparu quand la gamine avait 6 ans. Il avait déménagé à l'autre bout du pays, envoyé peut-être 4 pensions alimentaires au total, puis s'était volatilisé. Pas d'appel, pas de visite, juste parti. Je respectais cette détermination. Une femme qui gérait ses affaires sans chercher d'excuses. Nous avons échangé nos numéros, commencé à nous fréquenter. Elle ne m'a jamais interrogé sur mon argent, n'a jamais semblé impressionnée par la voiture ou la maison. Elle était concentrée sur sa fille, s'assurant que tout homme dans sa vie ne serait pas un père indigne. J'aurais dû remarquer qu'elle était un peu trop concentrée sur sa fille, mais avec le recul, c'est facile, et j'étais occupé à être optimiste. Chloé avait 18 ans quand nous nous sommes rencontrés. Silencieuse au début, assez polie quand j'étais là, mais on sentait qu'elle n'était pas ravie que sa mère ait un nouveau compagnon. C'était logique. Son père s'était carapaté. Les problèmes de confiance vont avec. Je pensais que le temps et la constance arrangeraient les choses. Je pensais que si je me montrais fiable, que je traitais bien sa mère, que je respectais les limites, elle finirait par m'accepter. J'avais tort, mais je ne le découvrirais que 4 ans plus tard. Elodie et moi nous sommes mariés après 14 mois de relation. Nous n'étions plus des enfants. Nous savions ce que nous voulions. Je voulais une famille. Elle voulait la sécurité. Un petit mariage, juste les proches. Chloé était demoiselle d'honneur, l'air misérable sur chaque photo. Je me suis dit que c'était normal pour une adolescente. Elle s'adapterait. Après le mariage, elles ont emménagé dans ma maison. 5 chambres, bon quartier, école réputée à proximité. Chloé a eu la plus grande chambre du premier étage parce que je voulais qu'elle se sente chez elle. J'ai remboursé le crédit de la voiture d'Elodie comme cadeau de mariage. J'ai commencé à couvrir toutes les dépenses du ménage parce que je le pouvais et parce que c'est ce qu'on fait pour sa famille. En terminale, j'ai interrogé Chloé sur ses projets universitaires. Elle m'a montré une liste d'universités publiques. Rien de très cher. Ses notes étaient correctes. Pas de quoi avoir une bourse, mais assez bonne pour la plupart des endroits. Quand elle a été acceptée à son premier choix, une université à environ 1h30 de route, je lui ai dit de ne pas s'inquiéter pour les frais de scolarité. Je m'en occuperai. Elodie a pleuré. M'a dit que j'étais trop généreux. M'a dit que Chloé avait de la chance de m'avoir. Chloé m'a même pris dans ses bras et m'a remercié. Je lui ai acheté une voiture d'occasion pour son bac, quelque chose de fiable qui ne tomberait pas en panne entre le campus et la maison. Je l'ai aidé à emménager dans sa chambre universitaire, j'ai payé pour un appartement hors campus en 2e année quand elle s'est plainte de ses colocataires. Chaque fois que la facture des frais de scolarité arrivait, je la payais, sans poser de questions. Vous vous demandez probablement pourquoi je continuais à dépenser de l'argent pour une gamine qui reconnaissait à peine mon existence. Question légitime. Réponse honnête, je pensais que c'était ce qu'il fallait faire. On est présent. On subvient aux besoins.
On prouve par des actes qu'on ne va nulle part. Je pensais qu'elle finirait par réaliser que j'étais de son côté. 4 ans de mariage, 4 ans à tout financer. 4 ans à essayer d'être la figure paternelle qu'elle n'avait jamais eue. Et qu'ai-je obtenu en retour? Même pas le respect de base à ma propre table. Le soir de ce dîner, assis dans mon bureau, j'ai sorti mes relevés bancaires et j'ai fait le calcul. Frais de scolarité, loyer de l'appartement, assurance auto, facture de téléphone, la carte de crédit que je lui avais donnée pour les urgences et qu'elle utilisait comme une carte de shopping, les dépenses aléatoires dont elle parlait à Elodie par texto et qui devenaient mon problème. Le détail était brutal quand je l'ai vraiment regardé. 18 000 € par semestre pour les frais de scolarité et les charges. 12 000 € de plus par an pour l'appartement qu'elle avait insisté pour avoir en deuxième année parce que les colocs de la résidence universitaire étaient trop bruyants. L'assurance auto me coûtait 2 000 € par an parce qu'elle avait moins de 25 ans. La facture de téléphone était minime mais s'accumulait avec le temps. Mais cette carte de crédit, elle tournait en moyenne autour de 800 € par mois. Vêtements, nourriture, divertissement, achats divers auxquels elle ne réfléchissait jamais car ce n'était pas son argent. Puis il y avait les extras dont personne ne parle. L'ordinateur portable qui a lâché en troisième année, remplacé pour 1 500 €. Les manuels chaque semestre, 4 cents à 600 € à chaque fois. Les meubles pour son appartement parce qu'il était vide. Ustensiles de cuisine, literie, décoration, tout à mes frais. Les voyages pour les vacances de Pâques avec des amis où elle avait besoin d'argent de poche. Les programmes d'été qu'elle voulait suivre pour son CV. Additionnez tout ça, sur 4 ans de dépenses constantes, et vous arrivez à près d'1/4 million. Peut-être plus. J'ai arrêté de compter à un moment donné parce que je me disais que c'était un investissement dans son avenir, dans notre famille. Près de 250 000 € en 4 ans. C'est ce que j'avais investi dans cette gamine. Et sa réponse quand j'ai demandé le respect de base, tu n'es pas mon père. Tu es juste un type. La réponse de sa mère, arrête d'essayer de la discipliner. Je suis resté assis là, à regarder ces chiffres jusqu'à ce que ma vue se brouille. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à agir, et c'est là que les choses sont devenues intéressantes. Voici ce que personne ne vous dit sur les familles recomposées. Elles ne sont recomposées que si tout le monde essaie vraiment. Sinon, vous êtes juste un type qui s'est marié dans une unité existante, et vous ne serez jamais rien de plus qu'un portefeuille avec un pot. En y repensant, les signes avant-coureurs étaient partout. J'étais juste trop occupé à essayer de forcer une fin heureuse pour voir que l'histoire prenait une autre direction. Le premier gros drapeau rouge est apparu environ 8 mois après le mariage. Chloé est rentrée pour les vacances de la Toussaint en première année. J'attendais ça avec impatience, j'avais prévu un bon dîner, pris son dessert préféré dans cette pâtisserie de l'autre côté de la ville qu'elle aimait. Elle a franchi la porte, a serré sa mère dans ses bras, m'a regardé comme si j'étais un fantôme et est allée directement dans son ancienne chambre. Elodie a trouvé des excuses. Elle s'adapte à la vie universitaire. Elle est stressée par les partiels. Elle finira par se détendre. Je l'ai cru parce que je voulais y croire. Pour la Toussaint, chez ma mère cette année-là, Chloé a passé tout le repas sur son téléphone. Quand ma mère a poliment suggéré qu'elle pourrait vouloir se joindre à la conversation, Chloé a levé les yeux au ciel et a dit que ses amis avaient des problèmes. Ma mère a juste souri et changé de sujet, mais j'ai vu sa peine. J'en ai parlé à Elodie sur le chemin du retour. Je lui ai dit que Chloé avait été impolie et que nous devrions peut-être parler de l'étiquette du téléphone lors des réunions de famille. Elodie est immédiatement devenue défensive. C'est une adulte maintenant. Tu dois arrêter d'essayer de la materner. C'est devenu le schéma. Chaque fois que j'essayais d'aborder un comportement, ma femme mettait fin à la discussion. Chaque fois que je suggérais des limites, je dépassais les bornes. Mais quand les frais de scolarité étaient dus, quand la voiture avait besoin d'entretien, quand Chloé avait besoin d'argent pour les vacances de Pâques, soudainement mon opinion comptait beaucoup. Drôle, n'est-ce pas? La deuxième année de mariage, les choses se sont envenimées. Chloé a commencé à ramener son petit ami. Ce gamin était spécial. Au chômage, avait abandonné son IUT après un semestre, passait ses journées à jouer aux jeux vidéo dans son appartement, à mes frais, et évidemment, puisque je payais son loyer. Le gamin était affalé sur mon canapé, mangeant ma nourriture quand je rentrais du travail. N'a jamais offert d'aider pour quoi que ce soit. N'a jamais dit merci. Il existait juste dans mon espace comme s'il en était le propriétaire.
Je préparais le dîner pour tout le monde et il le critiquait. Trop épicé, pas assez d'assaisonnement, mauvaise texture. Pendant ce temps, Chloé hochait la tête comme si son opinion comptait plus que celle de la personne qui cuisinait et payait tout. J'ai demandé à Élodie si elle s'inquiétait de cette relation. Sa réponse, au moins, elle est heureuse, comme si c'était le seul critère qui comptait, pas s'il se servait d'elle, pas s'il avait la moindre ambition. J'ai essayé un autre angle. J'ai mentionné que Chloé devrait peut-être se concentrer sur ses études et ses stages au lieu de jouer à la petite maison avec un garçon. Élodie m'a accusé d'être contrôlant. A dit que j'essayais de diriger la vie de Chloé. Ça venait de la femme qui m'avait appelé en larmes quand Chloé ratait ses maths en première année et avait besoin d'un tuteur. Le petit ami a duré 7 mois. Chloé est rentrée en pleurant un week-end parce qu'il l'avait trompée. Je n'ai rien dit sur le fait que je l'avais vu venir. Je n'ai pas jubilé. J'ai juste laissé Élodie gérer ça. Mais ce qui m'a marqué, c'est que Chloé n'est jamais venue me demander conseil. Ne m'a jamais demandé mon avis. J'étais juste le type invisible en arrière-plan qui payait les factures. 3e drapeau rouge, probablement le plus grand avant l'incident du dîner. À Noël dernier, nous avons fait les cadeaux chez nous. J'avais offert à Chloé un nouvel ordinateur portable pour ses études, un manteau de marque qu'elle convoitait, quelques cartes cadeaux, des choses chères, mais je voulais qu'elle se sente considérée. Elle a tout ouvert, a dit merci en regardant son téléphone, et a immédiatement montré à sa mère comme si je n'étais pas dans la pièce. Puis Élodie lui a donné un cadeau, des bijoux bon marché, et Chloé est devenue émue en disant à quel point c'était significatif. Je ne dis pas que j'avais besoin d'une parade, mais le message était assez clair. J'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là. J'aurais dû avoir une conversation sérieuse avec Élodie sur la direction que cela prenait. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai avalé ma pilule et je me suis dit que la patience paierait. C'est ce qu'on fait dans un mariage, non? On fait preuve de grâce. On suppose de bonnes intentions. On attend que les gens fassent la moitié du chemin. Sauf que Chloé n'a jamais fait la moitié du chemin et Élodie ne l'a jamais exigé. Mon ami Marc l'a remarqué avant moi. Marc est mon meilleur ami depuis l'université. Il est venu un samedi pour regarder le match. A rencontré Chloé brièvement avant qu'elle ne parte sans dire au revoir. Marc m'a regardé et a dit, « Mec, cette gamine te traite comme un employé. » J'ai défendu la situation. J'ai dit qu'elle s'adaptait encore, que ces choses prennent du temps. Marc a juste secoué la tête. Combien de temps? 4 ans? 5? À un moment donné, tu dois accepter les gens tels qu'ils sont. Je lui ai dit qu'il ne comprenait pas les familles recomposées. Il a dit que peut-être je ne comprenais pas quand on se servait de moi. Il s'est avéré qu'il avait raison et que j'étais juste têtu. Au moment où ce dîner du dimanche est arrivé, j'avais passé 4 ans à me plier en 4, finançant l'enfant de quelqu'un d'autre, ne demandant rien d'autre que la décence humaine de base. Et quand je l'ai finalement demandé à voix haute, elles m'ont toutes les deux fait comprendre très clairement où je me situais. Le plus drôle, c'est que je n'essayais pas de remplacer son père. Je n'ai jamais voulu ça. Je voulais juste être traité avec respect, comme quelqu'un dans la maison de qui elle vivait et dont elle dépensait l'argent. C'est tout. Alors, cette nuit-là dans mon bureau, j'ai pris une décision. J'en avais fini de me plier, fini d'attendre. Si je n'étais pas de la vraie famille, alors je ne lui devais rien. Assez simple quand on y pense. Et ce que j'ai fait ensuite, elles ne l'ont jamais vu venir. Ce dimanche soir-là, je n'ai pas dormi. Je suis juste resté assis dans mon bureau à examiner des papiers, faire des listes, vérifier des comptes. Élodie a frappé plusieurs fois, demandant si je venais me coucher, si on pouvait parler. Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace. Elle a finalement abandonné. Vers 3 heures du matin, j'ai sorti le certificat d'immatriculation de la voiture de Chloé. Mon nom, unique propriétaire. J'avais prévu de le lui transférer après son diplôme comme cadeau surprise. À l'époque où je pensais que nous construisions quelque chose ensemble. Les plans changent. Ensuite, je me suis connecté au portail de paiement de l'université. J'avais mis en place des paiements automatiques des années auparavant. Frais de scolarité, charges, logement. Tout passait par mon compte. Je pouvais voir son emploi du temps, ses notes, le solde de son plan repas. La gamine avait accès à une éducation universitaire pour laquelle la plupart des gens s'endettent jusqu'au cou. Et elle ne pouvait même pas feindre la gratitude. J'ai vérifié le bail de l'appartement.
Mon nom comme locataire principal. Chloé listée comme résidente. Légalement, j'étais responsable, ce qui signifiait que je pouvais y mettre fin. Son forfait téléphonique, mon compte. La carte de crédit que je lui avais donnée pour les urgences et qu'elle avait transformée en son fonds de shopping personnel, mon compte, elle comme utilisatrice autorisée. L'assurance auto, ma police. Chaque chose qui rendait sa vie universitaire possible passait par moi. Et j'avais été si concentré sur le rôle de pourvoyeur. Mais ce commentaire au dîner et la réponse d'Élodie m'ont fait réaliser quelque chose. Elle ne voyait rien de tout cela comme de la générosité. Elle le voyait comme une obligation. Comme si en épousant Élodie, j'avais signé pour financer indéfiniment le style de vie de Chloé tout en étant traité comme un déchet. Il était temps de corriger ce malentendu. Le soleil s'est levé. J'ai entendu Élodie bouger, se préparer pour le travail. La chambre de Chloé était silencieuse. La gamine n'émergeait jamais avant 11 heures quand elle était à la maison. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à passer des appels. Le premier appel était pour mon avocat, Maître Dubois. Un type brillant que j'avais utilisé pour mon divorce, qui ne perd pas de temps avec des questions inutiles. J'ai expliqué la situation, lui ai dit ce que je voulais faire. Il a demandé si j'étais sûr, m'a prévenu que cela créerait des problèmes. Je lui ai dit que j'en étais conscient et de procéder. Il m'a expliqué les aspects juridiques. Tout était à mon nom. Rien de ce que Chloé avait n'était légalement à elle. Le certificat d'immatriculation, le bail, les comptes, tout était à moi. Je pouvais révoquer l'accès à tout cela sans sa permission. Il a recommandé de tout documenter au cas où les choses tourneraient mal. Sauvegardez les textos, gardez les reçus, ayez une trace écrite montrant que vous avez été le seul soutien financier. Je lui ai dit que j'avais gardé des archives sans le réaliser. Relevé bancaire, confirmation de paiement, des années de documentation prouvant que j'avais tout financé. Il a dit que cela me couvrirait si quelqu'un essayait de prétendre que j'avais fait des promesses ou créé une sorte d'obligation légale. Les accords verbaux ne signifient rien sans preuve. Et vous avez la preuve d'avoir fourni, pas la preuve d'avoir promis pour toujours. Le deuxième appel était au service de la scolarité de l'université. Ça a pris une éternité à naviguer dans les menus avant d'avoir une vraie personne. J'ai expliqué que je voulais annuler les paiements automatiques et retirer mon soutien financier avec effet immédiat. Ils ont essayé de me transférer. On mentionnait les bourses, les prêts étudiants. J'ai dit que c'était entre eux et l'étudiante. J'ai raccroché. Le troisième appel était au concessionnaire où j'avais acheté la voiture. J'ai expliqué que je voulais faire reprendre un véhicule immatriculé à mon nom. Ils m'ont donné le numéro d'une société de remorquage qui s'occupe de ce genre de choses. J'ai pris rendez-vous pour cet après-midi. Le quatrième appel était à la gérance de l'immeuble. Le propriétaire a été plutôt compréhensif quand j'ai expliqué que je voulais résilier le bail. Il a dit qu'il avait apprécié d'avoir un payeur fiable. A demandé un préavis de 60 jours. J'ai offert 90 jours et de couvrir les frais de résiliation anticipés. Il a accepté immédiatement. Le cinquième appel était à ma banque. J'ai retiré Chloé comme utilisatrice autorisée sur la carte de crédit. J'ai annulé sa carte. 5 minutes. Fait. Le dernier appel était à l'assurance. J'ai retiré son véhicule de ma police à compter de la fin de la semaine. À 8 heures du matin, j'avais démantelé 4 ans de soutien en moins de 2 heures. 4 ans de financement pour quelqu'un qui me voyait comme un simple carnet de chèques, effacé avant le petit déjeuner. Ça a pris moins de temps que de faire des crêpes. Je suis sorti de mon bureau. Élodie était dans la cuisine, faisant défiler son téléphone dans ses vêtements de travail. Elle a levé les yeux. Bien dormi? Très bien. J'avais des choses à régler. Elle a étudié mon visage, essayant de deviner si j'étais toujours en colère. Écoute, à propos d'hier, Chloé ne le pensait pas comme ça sonnait. Elle était juste sur la défensive. J'ai versé du café, sans répondre. Et je n'aurais probablement pas dû dire ce que j'ai dit non plus, a continué Élodie. J'essayais de calmer les choses. Tu sais comment elle est, non? Alors, ça va entre nous? J'ai regardé ma femme. Vraiment? Je l'ai regardée. 4 ans de mariage et je voyais enfin clair. Elle n'essayait pas de construire un partenariat. Elle gérait les sentiments de sa fille tout en s'assurant que l'argent continue de couler. Ça va, ai-je menti? Passe une bonne journée.
Elle a semblé soulagée. M'a embrassé sur la joue, a pris ses affaires, et partie. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Je suis retourné à mon bureau et j'ai attendu. Ça allait être amusant. La dépanneuse est arrivée à 15h cet après-midi-là. La voiture de Chloé était dans l'allée où elle l'avait garée samedi. J'ai rencontré le chauffeur dehors, je lui ai montré le certificat d'immatriculation, j'ai signé les papiers. Il l'a accroché et est parti. Le tout a pris peut-être 12 minutes. Je suis rentré. Chloé dormait encore. Cette gamine pouvait hiberner pendant un tremblement de terre. Vers 17h, j'ai entendu du mouvement à l'étage. La douche qui coule, puis le silence, puis des pas. J'étais dans le salon en train de consulter des dossiers clients. Elle est passée devant moi pour aller à la cuisine sans un regard. Procédure opérationnelle standard, a pris quelque chose dans le frigo, a commencé à remonter. Puis elle a dû jeter un œil par la fenêtre car elle s'est figée. Où est ma voiture? Je n'ai pas levé les yeux. Je ne sais pas comment ça, tu ne sais pas? Elle était là ce matin. J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai établi un contact visuel. Ta voiture était là. Ma voiture, celle que j'ai achetée, immatriculée à mon nom. Cette voiture a été remorquée. Son visage a traversé environ 6 émotions en 3 secondes. Confusion, incrédulité, colère, panique, plus de colère. De quoi tu parles? Pourquoi ferais-tu remorquer ma voiture? Je me suis levé, j'ai gardé ma voix calme. Ce n'est pas ta voiture. Ça ne l'a jamais été. Je te laissais l'utiliser parce que je pensais que nous étions une famille. Tu as bien fait comprendre hier soir que nous ne le sommes pas. Alors, je corrige cette erreur. Elle a sorti son téléphone, a commencé à appeler sa mère. Je l'ai laissé faire. Ça allait être divertissant. Pendant qu'elle attendait qu'Élodie réponde, elle faisait les 100 pas, me regardant comme si j'avais perdu la tête. Puis Élodie a décroché parce que Chloé a commencé à parler vite de la voiture, de moi qui étais fou, qu'elle avait besoin d'aide. Chloé a raccroché, m'a fixé. Maman quitte le travail. Tu vas devoir t'expliquer. Je ne fais que respecter les limites que tu as fixées. Tu n'es pas ma fille. Je ne suis pas ton père, donc je ne finance plus ton style de vie. La panique commençait vraiment à monter. Tu ne peux pas simplement prendre ma voiture. J'en ai besoin pour l'université. La voiture est à moi. N'hésite pas à t'en acheter une. L'acheter avec quel argent? J'ai haussé les épaules. Pas mon problème. Parlant à ta vraie famille. Ça a porté. Elle a essayé de changer de tactique. Voix plus douce. Écoute, je suis désolé pour ce que j'ai dit. J'avais une mauvaise journée. Je ne le pensais pas comme ça. Trop tard. Elle m'a regardé, puis a vérifié son téléphone. Probablement le portail de l'université, car son visage est devenu blanc. Ah, ça c'est la meilleure partie. Pourquoi est-ce que ça dit que mon inscription a été annulée? Comme je l'ai dit, je ne finance plus ton style de vie. Tu m'as désinscrite de l'université. Elle criait presque. Tu ne peux pas faire ça. Le semestre a déjà commencé. Je peux et je l'ai fait. Tu devrais contacter le service des bourses. Voir quelles options existent pour les étudiants qui doivent se financer eux-mêmes. Je suis passé devant elle en direction de mon bureau. Elle m'a attrapé le bras. Je me suis arrêté. J'ai regardé sa main. Elle a lâché prise rapidement. Et mon appartement? Sa voix tremblait maintenant. Le bail se termine dans 90 jours. Ça te laisse le temps de trouver d'autres arrangements. Où suis-je censé aller? Encore une fois, pas mon problème. Tu as 2 parents. Débrouillez-vous. Je suis entré dans mon bureau, j'ai verrouillé la porte. Je pouvais l'entendre dehors, appeler quelqu'un, pleurer, paniquer. De la musique à mes oreilles. Élodie est rentrée 30 minutes plus tard. Je l'ai entendue entrer. J'ai entendu Chloé commencer à tout expliquer. J'ai entendu la voix d'Élodie monter à mesure qu'elle comprenait ce qui s'était passé. Puis elle était à la porte de mon bureau, martelant. Antoine, il faut qu'on parle, maintenant. J'ai ouvert la porte, je suis resté là, sans l'inviter à entrer. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai corrigé un malentendu.
Ta fille a bien fait comprendre que je ne suis pas de la famille. Alors, j'ai arrêté de la traiter comme de la famille. Tu ne peux pas détruire sa vie parce que tes sentiments ont été blessés. Je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de payer pour ça. Le visage d'Élodie passait par un cycle d'émotions, la colère et la peur se battant pour la domination car la réalité s'imposait. Elle commençait à faire les comptes, et les chiffres ne jouaient pas en sa faveur. Tu es cruel. Non, je suis pratique. J'ai investi 4 ans et près d'250 000 dans une gamine qui me voit comme un distributeur automatique. Ça s'arrête maintenant. Elle peut se débrouiller pour le reste, seule ou avec sa vraie famille, puisque je n'en fais pas partie. Élodie s'est approchée, a baissé la voix, essayant la raison. D'accord, tu es en colère. Tu en as tout à fait le droit, mais c'est allé trop loin. Elle a fait une erreur. Sois le plus intelligent. J'ai été le plus intelligent pendant 4 ans. C'est fini. Et moi? Et nous? Bonne question. Et nous? Parce que de mon point de vue, tu as choisi ta fille plutôt que moi hier soir. Tu m'as dit de ne pas la corriger. Tu as clairement montré de quel côté tu étais. Alors maintenant, je montre clairement où va mon argent. Et il ne va pas aux gens qui me manquent de respect dans ma propre maison. Elle est restée silencieuse un moment. Et maintenant? Maintenant, toi et Chloé, vous trouvez une solution pour ses études et son logement sans mon portefeuille. Je continuerai à payer l'hypothèque, les charges, les trucs habituels de la maison, mais ses dépenses à elle, c'est terminé. Et nous? On verra. J'ai refermé la porte, je l'ai reverrouillée, je les ai laissés se débrouiller. Quelque part derrière cette porte, la réalité les frappait toutes les deux comme un train de marchandises. Les 2 semaines suivantes ont été un chaos. Un chaos pur et sans filtre. Et j'ai regardé tout ça se dérouler à une distance confortable. Chloé a essayé toutes les stratégies possibles. D'abord, elle m'a ignoré, pensant que je céderais. Quand ça n'a pas marché, elle est passée aux larmes. Crise de larmes complète à la table de la cuisine sur sa vie ruinée. J'ai préparé le petit déjeuner, les mangé, suis allé travailler. Puis est venue la colère, les cris, les portes qui claquent, les insultes. Je l'ai juste regardé et j'ai dit, enfin, nous sommes d'accord sur quelque chose. Je ne suis pas ton père. Élodie était coincée entre la gestion de la crise de sa fille et la tentative de réparer les choses avec moi. Elle me prenait à part, me demandant ce qu'il faudrait pour que je reconsidère. Je lui demandais ce qu'il faudrait pour que Chloé montre un respect de base. Elle répondait, Chloé a encore besoin de temps. Je lui rappelais que Chloé n'était pas une enfant et que nous avions eu 4 ans. 4 ans où j'ai été présent, où j'ai subvenu à ses besoins, ne demandant rien d'autre que de la décence. Et quand je l'ai finalement demandé à voix haute, elles m'ont toutes les deux rembarré. Marc est passé environ une semaine après le début des hostilités. Il a apporté de la nourriture chinoise, s'est assis sur mon canapé, m'a regardé. Alors, j'ai entendu dire que tu t'es enfin affirmé. Je lui ai tout raconté. Marc a souri. Il était temps. Cette gamine te marche dessus depuis le premier jour. Élodie ne le voit pas de cette façon. Ta femme a trop peur que tu arrêtes de financer sa vie confortable. Crois-moi, c'est le réveil dont elles avaient toutes les deux besoin. La situation de la carte de crédit a fait surface environ 5 jours plus tard. Chloé l'avait utilisée librement, mais quand je l'ai annulée et qu'elle n'a pas pu faire un achat, elle est rentrée avec Élodie et a exigé que je la réactive. Elle a dit qu'elle en avait besoin pour l'essence et les produits de première nécessité. Trouve un travail, lui ai-je dit. Je suis étudiante à plein temps. Plus maintenant. Tu t'es désinscrite, tu te souviens. Ça l'a décontenancée. Elle a regardé Élodie. Élodie m'a regardé. Je n'ai pas scié. Le moment où la réalité frappe différemment. Il s'est avéré que Chloé était allée à l'université après que j'ai annulé le paiement. Elle a essayé de trouver un arrangement avec le service des bourses. Ils lui ont dit qu'elle pouvait demander des prêts, mais que le traitement prendrait du temps. Elle pouvait soit se désinscrire pour le semestre et se réinscrire au printemps avec une aide en place, soit trouver l'argent elle-même. Comme la deuxième option n'était pas envisageable, elle s'est désinscrite, perdant tout le semestre. Élodie a essayé de me faire porter le chapeau. Tu détruis son éducation pour un seul commentaire. Je ne détruis rien. Je ne fais que ne plus payer pour ça. La situation de la voiture était encore meilleure.
Chloé avait besoin d'un moyen de transport. La voiture d'Élodie est devenue le véhicule partagé, ce qui signifiait qu'elle devait la conduire partout où Chloé était coincée à la maison. L'appartement près du campus était encore disponible pour 11 semaines, mais sans voiture et sans cours, il n'y avait aucune raison d'y être. Elle était donc à la maison toute la journée, tous les jours, dans ma maison. Je rentrais du travail et elles étaient toutes les deux dans le salon, ayant clairement parlé de moi. Elles s'arrêtaient quand j'entrais. Je hochais la tête, j'allais à mon bureau, je fermais la porte, je les laissais comploter ce qu'elles voulaient. Ma mère a appelé environ 10 jours après le début des événements. Elle avait entendu par mon frère qu'il y avait des problèmes. Elle voulait s'assurer que j'allais bien. Je vais bien, maman. Cette fille a été très impolie avec toi, et tu as bien géré la situation. Oui, c'est bien. Elle a fait une pause. Je ne t'ai pas élevé pour être un paillasson. Tu t'es défendu. Il faut du courage. Merci. Mais assure-toi de le faire pour les bonnes raisons, pas seulement par colère. Assure-toi que c'est une question de principe. C'est le cas. Alors je suis fier de toi. Pendant ce temps, les amis de Chloé ont commencé à s'impliquer. Elle leur avait tout raconté par texto car Élodie a mentionné un soir que les amis de Chloé pensaient que j'étais contrôlant, que je lui retirais son indépendance pour la punir d'avoir dit ce qu'elle pensait. J'ai ri. Elle n'a pas d'indépendance. Elle a mon argent. Grosse différence. Elle veut de l'indépendance? Super. Qu'elle prenne des prêts, qu'elle trouve un travail, qu'elle paie ses propres factures. C'est ça, l'indépendance. Ce qu'elle avait avant, c'était de la dépendance déguisée en liberté. Elle n'a pas eu de réponse. On ne peut pas contredire les faits. Le compte joint, il lui a fallu quelques jours de plus pour le découvrir. Nous avions des comptes séparés plus un compte joint pour les dépenses du ménage. Je contribuais à la majorité des fonds puisque je gagnais beaucoup plus. Élodie l'utilisait pour les courses, les articles ménagers, parfois des choses personnelles. Quand la carte de débit a été refusée, elle est rentrée confuse, s'est connectée en ligne, a vu que j'avais transféré la majeure partie du solde et clôturé le compte. Qu'est-ce que c'est que ça? Je restructure nos finances. Il est plus logique de garder les choses séparées. Nous sommes mariés. Oui, et tu as bien fait comprendre que ta fille passe en premier, alors je m'adapte. Je couvrirai toujours l'hypothèque, les charges, les bases, mais les jours de dépenses libres sont terminés. Son visage est devenu pâle. Tu me punis moi aussi maintenant. Je ne punis personne. Je suis juste prudent avec mon argent. Tu as soutenu son jeu. Tu m'as dit de ne pas la corriger, de ne pas attendre de respect. D'accord, mais je ne finance pas les gens qui ne me respectent pas. Elle est restée là, tenant son sac à main, l'air perdu. Ce n'est pas l'homme que j'ai épousé. C'est drôle, je pensais la même chose de toi. Il s'avère que les conséquences sont inconfortables pour tout le monde. 5 semaines après ce dîner, les choses ne s'étaient pas améliorées. Elle s'était simplement installée dans une nouvelle réalité, plus froide. Chloé avait réemménagé à plein temps puisque l'appartement et les cours ne servaient plus à rien. Elle avait trouvé un travail dans un magasin de vêtements, ce dont elle s'était plainte pendant des années parce que c'était en dessous d'elle. Il s'avère que quand on a vraiment besoin d'argent, rien n'est en dessous de soi. Elle m'évitait complètement. Restait dans sa chambre la plupart du temps. Quand nous étions dans le même espace, elle agissait comme si j'étais invisible. Élodie traversait sa propre crise. La prise de conscience que sa vie confortable était désormais conditionnelle à son comportement l'a durement frappée. Elle avait tenté à plusieurs reprises de me convaincre de reconsidérer l'aide à Chloé, présentant cela comme un geste pour le mariage. Chaque fois, je lui rappelais ce qu'elle avait dit cette nuit-là, ces mots la hantaient. Le premier salaire du magasin de vêtements a été une prise de conscience pour Chloé. Elle est rentrée frustrée, s'est plainte d'être debout pendant 8 heures, de gérer des clients exigeants, d'être payée au SMIC. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner quand elle s'est plainte à Élodie. Bienvenue dans la vie de la plupart des gens, ai-je dit sans lever les yeux. Elle m'a lancé un regard noir, n'a pas répondu, mais quelque chose a changé dans son expression. Peut-être la première fissure dans l'armure de son sentiment de droit. Un soir, environ 6 semaines après le début des événements, Élodie m'a demandé de m'asseoir. Elle a dit que nous devions vraiment parler. J'ai accepté. Je me suis assis en face d'elle à table. J'ai attendu. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit. Laquelle?
Cette nuit-là. La façon dont j'ai géré la situation. Elle a regardé ses mains. J'aurais dû te soutenir. J'aurais dû dire à Chloé qu'elle avait tort. Au lieu de ça, j'ai fait de toi le problème. Oui, c'est ce que tu as fait. J'essayais de maintenir la paix. D'arrondir les angles. De garder tout le monde heureux. On ne peut pas garder tout le monde heureux quand quelqu'un est irrespectueux. On choisit un camp. Tu as choisi le sien. Elle a hoché la tête. A commencé à pleurer. Je ne pensais pas que tu irais jusqu'au bout, que tu lui retirerais tout. Je pensais que tu étais juste en colère. C'est ça le problème. Tu pensais que je bluffais. Tu pensais que j'avais plus besoin de toi que tu n'avais besoin de moi. Tu avais tort sur les 2 points. M'aimes-tu encore? La question m'a pris au dépourvu. J'y ai réfléchi. Je ne sais pas. Je sais que je ne suis plus la même personne. Tu as changé quelque chose en moi quand tu l'as choisi plutôt que moi. J'essaie juste de comprendre ce qui vaut la peine d'être gardé. Que faudrait-il pour arranger ça? Il faudrait que ta fille s'excuse pour de vrai. Pas parce qu'elle est désespérée, mais parce qu'elle comprend vraiment ce qu'elle a fait de mal et pourquoi c'est important. Elle a essuyé ses larmes. Et si elle le fait? Alors on verra. Mais Élodie, je ne reviendrai pas à la situation d'avant. La belle vie, c'est fini. Si Chloé veut finir ses études, elle se débrouille avec des prêts, trouve un meilleur travail, le mérite. Je ne redeviendrai pas un distributeur automatique avec un pot. C'est juste. Et toi et moi, ai-je continué, nous devons déterminer si nous sommes vraiment des partenaires ou si tu as juste épousé une solution à tes problèmes. Parce qu'en ce moment, je ne sais honnêtement pas ce qu'il en est. Elle n'avait pas de réponse. 3 jours plus tard, Chloé a frappé à la porte de mon bureau. Elle s'est assise en face de mon bureau, n'a pas parlé pendant un moment. Est juste restée assise là, l'air mal à l'aise. Enfin prête à avoir une conversation d'adulte. Je suis désolé, a-t-elle finalement dit, pour ce que j'ai dit, pour la façon dont je t'ai traité ces 4 dernières années. Je me suis penché en arrière. Qu'est-ce qui a changé? Avoir un travail. Devoir travailler pour gagner de l'argent. Avoir mon manager qui critique tout ce que je fais. Avoir des clients qui me traitent comme de la merde. Devoir vraiment lutter. Elle a fait une pause. Je n'ai pas apprécié ce que tu as fait. Je le voyais comme quelque chose que tu étais censé faire. Silence. Voici le truc, ai-je dit, je n'ai jamais eu besoin que tu m'aimes. Jamais eu besoin que tu me vois comme un père. J'avais juste besoin que tu me traites comme quelqu'un qui méritait le respect de base pour être présent et te soutenir. C'est tout. La barre était au ras du sol. Je sais. Alors, où allons-nous à partir de maintenant? Elle a haussé les épaules. Je me renseigne sur les aides financières pour le prochain semestre. Mon manager dit que je peux passer à temps plein pendant l'hiver. Peut-être économiser assez pour une voiture d'occasion. Peut-être prendre une année sabbatique, travailler, économiser, me remettre les idées en place. Ça ressemble à un plan solide. Elle a hoché la tête. Pour ce que ça vaut, je suis vraiment désolé. Excuses acceptées, mais la confiance se regagne lentement. Alors, on verra. Elle s'est levée, a commencé à partir, s'est retournée à la porte. Merci pour tout ce que tu as fait. J'aurais dû dire ça il y a 4 ans. Après son départ, je suis resté assis là, pensant, une seule conversation était-elle suffisante pour effacer 4 ans de traitement comme un étranger? Non. Mais c'était un début. Élodie a essayé de nous reconstruire. Soirée en amoureux, vraie conversation, me demandant comment s'était passée ma journée au lieu de me mettre au courant des drames de Chloé. C'était lent, mais elle essayait. La situation financière est restée comme je l'avais dit. Chloé était seule. Elle a fini par prendre le semestre de printemps de congé, travaillant à plein temps, économisant, a demandé une aide pour l'automne suivant, a été approuvée pour assez pour couvrir la plupart des frais de scolarité. Elle aurait besoin de prêts pour le reste, mais c'était son affaire. Elle a acheté une voiture d'occasion en avril, payée avec son propre argent. Elle était vraiment fière. Me l'a montré quand elle l'a ramenée à la maison. Je l'ai félicitée. Chloé et moi ne sommes pas proches. Nous ne le serons probablement jamais. Mais il y a un respect maintenant qui n'existait pas avant. Ce n'est pas une relation père-fille,
mais c'est fonctionnel, civil, parfois presque amical. Les gens pensent que parce que vous êtes calme, parce que vous ne faites pas de scène, que vous êtes faible, que vous ne fixerez jamais de limites. Je ne suis pas un plan de secours. Je suis un homme qui a construit quelque chose et a essayé de le partager avec des gens que je pensais être ma famille. Quand ils ont clairement indiqué que je n'étais pas de la famille, j'ai clairement indiqué qu'ils n'avaient pas droit à ce que j'avais construit. Assez simple.